Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de recherche dans le domaine du marketing digital, donc la publicité in-game et l'advergame. Au niveau du sommaire de notre présentation, nous commencerons par une introduction qui vous expliquera globalement le sujet. Nous enchaînerons ensuite sur les caractéristiques de l'in-game et de l'advergame, puis sur la réactance des joueurs face à ce genre de publicité. Et enfin, nous expliquerons les perspectives d'avenir de ce genre publicitaire. Donc tout d'abord, en introduction, on va vous présenter, le domaine des jeux vidéo en général. Donc comme vous le savez, c'est un milieu en pleine expansion. En effet, avec la crise du Covid-19, de nombreux Français se sont réfugiés dans les jeux vidéo pour se divertir chez soi. En 2018, ce secteur était déjà en pleine expansion avec plus 15% de croissance, soit une représentation de 6,9 milliards de chiffre d'affaires. 51% des Français se déclarent comme joueurs réguliers, notamment sur jeux mobiles avec des applications comme Candy Crush, qui sont des jeux plus faciles à jouer que sur console. Ce secteur représente donc un gros marché potentiel pour les marques, d'autant plus que les manières d'insérer un placement de produit sont multiples, sponsoring d'événements, partenariats, publicité. Même si ce secteur représente une nouveauté dans le domaine du marketing digital, il faut se méfier car 45% des Français se déclarent réticents face à ce genre de publicité, car cela impacterait négativement leur expérience de jeu. Donc maintenant que nous vous avons donné le contexte global du sujet, nous allons commencer par les définitions les plus importantes. Tout d'abord, l'in-game. Donc qu'est-ce que l'in-game? C'est l'intégration de la marque dans l'univers d'un jeu vidéo préexistant afin de faire la publicité de cette marque ou d'un produit spécifique. L'advergame, quant à lui, est le fait de promouvoir une marque en créant un jeu vidéo dédié au produit ou au service de la marque et en intégrant les joueurs dans l'univers entier de la marque. Donc on va vous montrer des exemples juste après. Et enfin, la réactance, c'est une réaction émotionnelle négative engendrée lorsque les gens subissent une menace ou une perte de liberté. Donc, c'est par rapport aux 45% qui sont réticents à l'intégration de publicité dans le jeu dont je vous ai parlé juste avant. Au niveau des deux exemples, donc pour bien comprendre et bien démarrer notre sujet et savoir la différence entre l'in-game et l'advergame, on vous a mis deux exemples. Tout d'abord, un exemple d'advergame avec le jeu Fanta King of the Park. Donc, c'est un jeu qui a été développé par la marque Fanta, qui est téléchargeable sur iOS et Android. Et le but est de faire évoluer le joueur dans l'univers de la marque afin de construire et améliorer un parc d'attractions aux couleurs de Fanta. Donc, le but, c'est vraiment de créer une vraie relation entre la marque et le joueur. De l'autre côté, vous avez un exemple d'in-game advertising. Donc là, c'est un jeu préexistant que vous connaissez tous, qui est Mario Kart, donc en l'occurrence Mario Kart sur la console Switch, qui a fait un partenariat avec la marque Mercedes-Benz. Donc en fait, Mario Kart a mis à disposition une extension sur laquelle, si on la télécharge, on peut avoir une voiture Mercedes qui sera intégrée dans le jeu, donc avec laquelle on pourra faire les courses du jeu. Et la voiture est mise en scène et le but, bah, c'est de marquer l'esprit du consommateur et peut-être lui donner envie d'acheter la voiture. Donc, à partir de notre contexte et de nos définitions et nos exemples, on a déduit une problématique pour approfondir et étudier notre sujet, qui est la suivante. Comment les jeux vidéo peuvent-ils être utilisés comme un support publicitaire innovant pour les marques et dans l'avenir éviter la réactance des joueurs par rapport à ce type d'outils publicitaires? Donc, pour répondre à cette problématique, on va utiliser nos recherches, un article scientifique. Donc, pour commencer, on va vous présenter les différentes caractéristiques de l'in-game et de l'advergame. À commencer par l'in-game, il faut savoir qu'il y a différents formats qui existent aujourd'hui, donc des formats plutôt vieillissants, par exemple, comme les bannières. Il y a le format pavé, donc c'est un format au sein duquel l'image elle va vraiment s'ajouter à l'environnement et aux interfaces du jeu. On peut avoir l'exemple ici de la marque Elox, dans le site du jeu ABCA, qui s'affiche au côté sous forme de bannière sur le côté du jeu. On a aussi le format interstitiel où là, c'est une image qui va s'afficher en plein écran directement au commencement du jeu ou entre deux étapes, par exemple, du jeu, pour mettre en avant soit une offre spéciale, mais aussi d'autres choses de la marque. Et ça va vraiment être un format ici qui est cliquable, donc le joueur il va pouvoir être redirigé vers le site, par exemple. On va avoir par la suite le format in-game native, comme avec l'exemple de la marque Gémeaux. Ici, ça va être vraiment une intégration non intrusive du message de l'annonceur qui va constituer une forme innovante de publicité dans les jeux. Donc là, par exemple, le Gémeaux, il a été intégré dans le jeu Animal Crossing New Horizons avec une collection de design personnalisés intégrés exclusivement dans le jeu. Pour les formats vidéo, il y a le format pre-roll, c'est une vidéo qui va apparaître ici au début ou entre deux niveaux du jeu, avec par exemple la mise en avant de aussi le format rewarded, c'est une vidéo de récompense qui va donner justement aux joueurs des gains à la suite du visionnage d'une publicité. Ça peut être par exemple des bonus, une monnaie virtuelle ou d'autres choses. Et enfin, on a le format audio où là, ça va être une introduction d'une publicité ou un audio d'une durée de par exemple 20 à 30 secondes, comme avec l'exemple de la marque PepsiCo pour sa boisson Mountain Dew qui a été diffusée donc, dans des jeux comme aussi Call of Duty justement.
Ensuite, pour ce qui va être des leviers de développement et de fidélisation. Fidélisation, comme je le disais, du coup, donc il y a plusieurs leviers dont on peut citer, à savoir les récompenses en jeu qui incluent donc des avantages supplémentaires intégrés. Donc ça va être souvent des offres spéciales ou des réductions pour inciter à l'achat. On a également les événements en jeu. C'est pour dynamiser le gameplay en proposant des défis ou encore des bonus qui peuvent être mis en place pour les joueurs. Les réseaux sociaux ici, ça va vraiment permettre de créer une communauté, de dynamiser le contenu et de former des communautés dans le jeu, justement. Et enfin, les programmes de fidélité, ça va être vraiment de mettre en place des récompenses à long terme pour les joueurs avec des offres spéciales et qui sont personnalisées. Donc maintenant, on va vous parler de l'advergame. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une forme de publicité interactive qui utilise un jeu vidéo pour promouvoir un produit, une marque ou un service. Le terme advergame est une combinaison des mots advertisement, qui veut dire publicité, et game, jeu. L'objectif de l'advergame est d'engager les joueurs dans une expérience de jeu amusante et immersive, tout en présentant subtilement le produit ou la marque. Les advergames peuvent être trouvés sur les sites web, les réseaux sociaux, les applications mobiles et les consoles de jeux. Les advergames peuvent prendre différentes formes, donc comme vous pouvez le voir. Tout d'abord, on va parler de l'advergame de promotion. Donc ici, la marque ne crée pas un univers de jeu, elle reprend les codes de jeu réels, par exemple comme un quiz, une machine à sous, un bingo. Elle est souvent utilisée dans le cadre de concours pour faire gagner un lot ou un bon de réduction pour la marque ou le produit. Et ce type d'advergame est un peu coûteux, mais permet de récolter beaucoup de data clients très facilement. Par exemple, vous pouvez voir qu'en 2015, Diop a lancé un jeu concours sous forme de Bandit Manchot en partenariat avec Universal. Donc, ce jeu était accessible via un lien sur un site internet et a connu un fort succès. Comme je vous l'ai dit, l'advergame de promotion peut également se décliner sous la forme jeux réseaux sociaux. Donc, en exemple, nous pouvons prendre la campagne Novo Travel. Donc, en fait, le principe, il est simple, c'est que via une publication, l'utilisateur est invité à cliquer sur un lien qui le redirige vers une autre page Facebook. Donc, c'est vraiment intégré au réseau social qui propose un mini-jeu relié à un concours personnalisé par la marque. Ici, c'était un quiz. Donc après, on va parler de l'advergame casual. Donc ici, la marque crée un concept entier de jeu autour d'un produit d'une marque ou encore de ses mascottes. Le but est vraiment de plonger le consommateur dans l'univers de la marque afin d'augmenter son lien d'affection avec celle-ci. Donc dans ces jeux, des publicités sont souvent disséminées un peu partout. Par exemple, les produits sont en fond de page, c'est les personnages du jeu qui sont les mascottes de la marque. Ce type d'advergame est coûteux et long à développer, mais peut créer un vrai lien avec le consommateur. Par exemple, en jeu en ligne, on a le jeu Chocapic NutriGame que vous pouvez voir à gauche. Donc, c'est un jeu d'aventure où le but est d'aller le plus loin possible. Donc, c'est l'agence McCann qui a conçu pour la marque du coup Chocapic. Et c'est un parcours interactif où les consommateurs peuvent découvrir les principales améliorations de la recette et la progression du produit vers le Nutri-Score B. Donc, c'est un jeu éducatif, informatif. Et aussi, il y a des marques qui font des jeux avec téléchargement, donc vraiment comme des vraies applications, des vrais jeux. On peut par exemple prendre l'exemple du jeu Oasis, la chute. Donc le principe du jeu est juste de dévaler la chute d'eau en évitant les obstacles. Et le jeu, ça a vraiment été un succès et ça a eu plus de 2 millions de téléchargements. Donc ça a vraiment créé un lien avec les consommateurs. Après, il y a deux autres types d'advergames qui sont un peu moins connus et un peu moins utilisés. Il y a l'advergame de gestion, qui dans le même état d'esprit que l'advergame casual, la marque crée un concept entier de jeu dont le but est de mettre le consommateur dans la peau d'un manager de l'entreprise. Donc le but, c'est vraiment d'investir le consommateur dans l'entreprise. Ça peut permettre de récolter des données sur les comportements clients et sur ce qu'ils attendent de la marque. C'est coûteux, loin à mettre en place et c'est difficile à vendre aux consommateurs parce que ce n'est pas vraiment un jeu récréationnel comme Oasis la chute. En exemple, il y a le jeu Hellopolis de la société Orange, où le principe était de plonger l'utilisateur dans un jeu de gestion, où il doit gérer l'installation et la maintenance d'un réseau de télécommunications dans une ville. Et enfin, le dernier type d'advergame, c'est le serious advergame. Donc, dans le même état d'esprit que l'advergame casual, la marque crée un concept entier et le but est d'investir le consommateur dans l'entreprise, mais c'est aussi utilisé dans le cadre d'un recrutement des employés. C'est coûteux et long à mettre en place, mais par exemple, Uber l'a fait pour évaluer les compétences de ses chauffeurs. Donc, elle a lancé un jeu mobile en 2015 où ils devaient prendre des clients et les déposer dans la ville en faisant le meilleur circuit possible. Et du coup, ça permettait de voir leur capacité. Donc maintenant, on va passer au levier de développement et de fidélisation pour l'advergame. Donc il existe deux catégories de leviers de développement dans l'advergame, les jeux disponibles en ligne, soit intégrés dans un site internet, soit via un lien, et les jeux développés qui nécessitent un téléchargement. Donc il faut savoir que les jeux développés demandent beaucoup plus de temps et de compétences très spécifiques. Il faut notamment recruter un game designer ou faire appel à une agence externe, parce que c'est vraiment compliqué de concevoir un jeu. C'est pas du coup un format qui est disponible pour les petites entreprises, c'est souvent comme pour les grosses entreprises comme Oasis.
Et du coup, les plus petites entreprises vont se diriger vers un jeu disponible en ligne qui peut être fait directement par la personne qui s'occupe de l'informatique ou la personne en charge du marketing dans l'entreprise, puisqu'il y a beaucoup de logiciels qui permettent de créer ces mini-jeux, notamment un logiciel qui s'appelle HTML5 qui permet de programmer facilement un jeu vidéo. Donc, une fois que la marque aura choisi le levier de développement qu'elle souhaite pour son jeu, il faudra qu'elle choisisse un des leviers de fidélisation. Donc, il en existe 5, la compétition entre les joueurs, la récompense, l'interactivité, le challenge et l'originalité. Donc, tous ces leviers vont permettre de stimuler le joueur tout au long de son expérience de jeu et de le faire revenir sur l'application. Du coup, maintenant qu'on a vu en détail l'in-game et l'advergame, on va vous mettre une petite comparaison des deux méthodes pour vraiment synthétiser. Donc, l'in-game advertising, le principe est d'intégrer des publicités dans un jeu vidéo préexistant, alors que l'advergaming, c'est créer un jeu vidéo dans le but de promouvoir une marque ou un produit. L'in-game, c'est utilisé pour atteindre un public large et diversifié, et l'advergame, c'est créé pour une expérience interactive et immersive pour approcher le consommateur de la marque. Donc, tous les deux ont des avantages et des inconvénients. Pour l'in-game, l'avantage, c'est que c'est pas possible de zapper la publicité souvent. Ça crée une vraie interaction avec le consommateur. C'est un marché encore en croissance et la plupart des publicités in-game sont non intrusives. Du coup, c'est assez bien accepté par les consommateurs. Par contre, ça a des inconvénients. Ça a une portée plus faible que d'autres médias, un ciblage difficile, une difficulté d'analyse des performances et un risque d'agacement. Concernant l'advergame, les avantages, c'est une bonne mémorisation de la marque, une conversion plus facile, une mesure facile de l'efficacité, une récolte de données aussi facile parce que tout appartient à la marque, le jeu, donc c'est facile de récolter les données. Et c'est une stratégie assez pérenne puisque le jeu dure dans le temps. Vous parlez du coup des mécanismes de réactance des joueurs face à ce genre de publicité. Donc, comme on l'a mentionné précédemment, l'in-game et l'advergaming, c'est vraiment une méthode de publicité qui est en pleine expansion, mais il faut vraiment faire attention parce que 45% des Français se déclarent réticents à l'intégration de publicité dans le jeu vidéo, puisqu'ils considèrent que le jeu vidéo est un moment de divertissement qui doit être exclu de tout aspect financier, de tout aspect publicitaire. Donc, pour mieux comprendre et étudier ce mécanisme, on s'est basé sur un article donc, qui s'appelle Consumer Psychological Reactance and Ownership in In-Game Advertising. Donc, dans cet article, les scientifiques mettent en avant 6 hypothèses qui permettent chacune de comprendre les mécanismes qui s'emboîtent et se mettent en place pour créer ou non le phénomène de réactance chez les joueurs. Dans ces hypothèses, on retrouve 7 variables. Donc, le plaisir qui est décrit comme le degré d'appréciation ou non-appréciation d'un jeu numérique qui peut avoir un impact sur l'expérience de jeu. La personnalisation, donc, qui est définie comme l'individualisation de services ou de contenu en fonction des préférences d'un individu. Le déroulement du jeu, donc, qui est défini comme l'expérience de jeu d'un joueur ainsi que les activités qu'il doit accomplir pour avancer et évoluer dans celui-ci, comme les défis, les commentaires, les compétences. L'attitude envers le jeu, qui est l'ensemble des sentiments ressentis que le joueur va avoir tout au long de son expérience de jeu. La propriété psychologique, qui est définie comme le sentiment d'appartenance des individus envers toute cible tangible ou intangible. Le caractère intrusif perçu, qui est le degré d'évaluation d'un joueur du niveau de menace de la publicité sur leur consommation et leur expérience de jeu. Et enfin, l'attitude envers les publicités in-game des marques, qui est l'ensemble des sentiments ressentis et actions que le joueur va avoir à la mise en contact d'une publicité dans son expérience de jeu. Donc, de ces hypothèses et de ces variables, les auteurs ont créé un modèle conceptuel que vous pouvez voir en haut à droite et qui permet de mieux synthétiser les relations entre chacune de ces variables. Donc, certaines des hypothèses sont quand même assez logiques et donc ont été validées assez rapidement dans l'article, comme la première, le plaisir du jeu impacte positivement sur l'attitude envers le jeu. La deuxième, la personnalisation du jeu a un impact positif sur l'attitude envers le jeu. Et enfin, la troisième, le déroulement du jeu a un impact positif sur l'attitude envers le jeu. Donc, c'est des variables qui sont assez logiques puisque forcément le plaisir impacte sur l'attitude envers le jeu. Donc, à la quatrième, les scientifiques ont commencé à intégrer l'idée de publicité. L'attitude envers le jeu a un impact positif sur l'attitude envers les publicités in-game des marques. C'est-à-dire que plus le joueur aime un jeu, plus il s'intéresse au jeu, plus il a du plaisir, plus il sera réceptif à la publicité et plus il l'acceptera facilement et plus il se convertira en prospect potentiel. La cinquième hypothèse, à elle, était invalidée. En effet, l'attitude envers le jeu sur les publicités in-game n'est pas modérée par la propriété psychologique, de sorte que la relation n'est pas plus forte avec une forte propriété psychologique. C'est-à-dire que le joueur n'entretient pas une plus forte relation avec le jeu et l'intégration de la publicité lorsqu'il se sent appartenir à un groupe, une communauté de joueurs qui jouent à ce jeu. Donc ces variables-là n'ont pas d'impact sur l'attitude envers les publicités in-game. Enfin, la sixième hypothèse a été validée. L'effet de l'attitude envers le jeu sur les publicités in-game des marques est modéré par le caractère invasif perçu de la publicité, de sorte que la relation est plus faible avec un caractère intrusif perçu élevé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, plus la publicité sera intrusive, c'est-à-dire plus elle coupera la partie du joueur, moins elle sera intégrée dans le jeu, plus le joueur sera réticent.
Donc en résumé, on peut dire que ce qui impacte la relation des joueurs avec la publicité in-game est le plaisir qu'il accorde au jeu, la personnalisation de ce jeu, le déroulement du jeu et le caractère non intrusif des publicités. Si toutes ces variables sont regroupées, on peut supposer qu'un grand nombre de joueurs acceptera la publicité et cela n'impactera pas négativement son expérience de jeu. Et ça n'impactera pas non plus négativement l'image de marque et ça lui permettra même peut-être de devenir un prospect de celle-ci. Ah. Donc, ce qui en découle de de cet article justement et de ces hypothèses, les chercheurs ont pu déterminer plusieurs implications managériales, à savoir le fait d'élargir les perspectives de conception des jeux, c'est-à-dire vraiment que la publicité doit s'intégrer aux éléments du jeu et doit pouvoir être évaluée par la suite pour déterminer justement sa rentabilité au niveau de l'investissement. Elle doit aussi, par rapport aux publicités, les marques doivent être méfiantes vis-à-vis de leur propre publicité, parce qu'il est important d'avoir un certain niveau de propriété psychologique et d'appartenance déterminée justement pour pouvoir établir une relation de confiance afin d'atteindre les objectifs publicitaires de la marque. Et enfin, il faut pouvoir trouver justement un juste milieu entre le niveau d'invasion et la pertinence des publicités afin de préserver d'une certaine façon l'effet bénéfique de l'attitude des joueurs envers la marque et aussi envers la publicité des marques adoptées par différentes stratégies. Par la suite, selon les différentes limites de l'étude, ça apporte que justement l'étude elle ne prend pas en compte suffisamment les caractéristiques, spécifiques au jeu et se concentre, majoritairement sur certains éléments, c'est-à-dire dont on a pu parler, à savoir le plaisir, les flux ou encore la personnalisation, mais pourrait prendre en compte par exemple le type, le genre ou encore la technologie utilisée pour les futurs investissements dans la publicité in-game. L'étude elle pourrait également explorer l'impact des différents supports de jeu et utiliser différentes méthodes expérimentales afin d'évaluer l'impact justement de l'attitude des joueurs et des modérateurs qui influencent la relation envers la publicité et expérimenter pour valider les résultats sur l'effet de modération et de la propriété psychologique des joueurs. Il y a aussi des moyens de ce fait qui remontent par rapport à ça, donc selon l'ensemble des observations et des résultats. Il est important, notamment dans la publicité in-game, de s'intéresser davantage au public du jeu, mais aussi de miser sur tout ce qui va être, sur les différents formats et des formats qui vont s'adapter au type de jeu en question. Et pour ce qui va être plus de l'adver game, ici, ça va être d'adapter un contenu et de travailler plus justement sur le contenu pour permettre que le contenu soit plus attractif pour le joueur, qu'il puisse s'y intéresser et aussi qu'il y ait des récompenses qui soient proposées aux joueurs, car dans l'adver game, c'est ce qui est majoritairement recherché par les. Donc maintenant, on va passer aux perspectives d'avenir de ce genre publicitaire. Tout d'abord, on va vous présenter du coup le vrai support de cette publicité, les jeux en ligne. Donc avec l'apparition d'Internet, les jeux en ligne ont connu une popularité accrue au cours des dernières années, permettant la multiplication des joueurs de jeux vidéo et ainsi permettent à des marques de promouvoir leurs produits et services ou leur image de marque sur ces mêmes jeux. Les jeux sont aujourd'hui de toutes sortes, allant des jeux de stratégie aux jeux de rôle, en passant par les jeux de tir et les jeux de sport, ce qui permet d'amener un très grand panel de profils et donc un très grand panel de clients potentiels pour les marques. Cette popularité grandissante, nous la voyons bien donc sur la courbe qu'on vous a mise sur la diapositive. En 2020, il y a plus de 36 millions de joueurs en France. Près de 71% des Français jouent au moins occasionnellement aux jeux vidéo contre seulement 51% en 2018. Cette popularité s'est particulièrement accrue lors de la crise sanitaire du Covid-19, où les Français ont connu un confinement de longue durée, ce qui a permis l'augmentation de la popularité des jeux vidéo, qui servent de divertissement et favorisent le lien social entre les individus confinés. L'essor des jeux en ligne a été alimenté par plusieurs facteurs, notamment l'augmentation de la connectivité Internet à haut débit, la baisse des coûts de matériel informatique, l'augmentation de la popularité des smartphones et des tablettes, et la capacité des développeurs de jeux à créer des jeux en ligne de plus en plus complexes et divertissants. Les jeux en ligne ont donc également créé une industrie florissante pour les développeurs de jeux, les éditeurs de jeux, les plateformes de distribution de jeux et les diffuseurs de jeux en direct, et donc en découlent de nouvelles catégories d'emplois. En effet, les jeux en ligne offrent aux spécialistes du marketing une plateforme unique pour atteindre leur public cible et offrent également un environnement immersif où les joueurs peuvent interagir en temps réel avec les marques et les produits, créant ainsi une opportunité unique pour les spécialistes du marketing de promouvoir des produits et des services de manière créative et interactive. Nous pouvons donc dire qu'au vu des chiffres et des nouvelles opportunités offertes par ce nouveau genre de marketing, on peut s'attendre à une croissance continue de l'industrie des jeux en ligne dans les années à venir. Donc ensuite, pour ce qui va être du ciblage de public spécifique et de la mesure de l'impact au niveau des campagnes publicitaires, il faut tout d'abord se rappeler, comme on a dit précédemment, que l'audience du gaming, elle est bien plus large que ce que l'on pense, comme l'a confirmé M. Clairet. On dit qu'en France, justement, c'est quasiment la moitié des gamers qui sont des femmes.
qui est 47% plus exactement d'après le CEL. En bref, aujourd'hui, on est vraiment en présence d'une multitude de joueurs aux profils et aux habitudes de jeu qui sont vraiment différentes. Les données collectées sur les habitudes de jeu des utilisateurs peuvent être utilisées pour cibler des publics spécifiques pour les campagnes publicitaires de plusieurs manières. Donc, tout d'abord, on a les données de jeu qui peuvent aider justement les annonceurs à comprendre le comportement des joueurs et les types de jeux qu'ils préfèrent. Mais il y a aussi cela, ça peut être déterminé pour créer justement des publicités qui sont susceptibles d'attirer l'attention de ces joueurs spécifiquement. On a aussi les données de jeu qui peuvent aider les annonceurs à comprendre les moments où les joueurs sont les plus actifs sur le jeu. Cela peut être utilisé pour planifier, donc, par exemple, des publicités qui sont diffusées à des moments où les joueurs vont être plus susceptibles d'être présents et d'être engagés, de répondre justement à ces publicités. Et enfin, on a les données qui peuvent être utilisées pour identifier des segments de public spécifiques qui ont des habitudes de jeu similaires. Cela, ça peut être utilisé pour cibler des publicités vers des segments spécifiques de manière efficace. Ensuite, concernant la mesure de l'impact des campagnes publicitaires, il est important justement pour les annonceurs de mesurer cette efficacité. Il existe plusieurs façons pour les annonceurs de mesurer celle-ci, à savoir, il y a quelques méthodes qu'on peut citer comme la mesure des taux de clics et d'impression. Cela permet de savoir combien de personnes ont vu la publicité et ont interagi avec celle-ci. D'après M. Claret, donc ce taux de clic va dépendre du type de jeu vidéo qui est plus ou moins optimal pour la publicité dans le jeu. On a aussi suivre les conversions, c'est-à-dire voilà, l'installation d'une application, de son inscription à un service ou à l'achat d'un produit. Cela, ça permet vraiment de mesurer le taux de conversion de la publicité. Également, on a l'utilisation des codes de suivi, donc les codes de suivi qui vont pouvoir être utilisés ici pour suivre les taux de clic, d'impression, de conversion et d'autres métriques également, ainsi que les enquêtes qui vont pouvoir être utilisées pour mesurer la notoriété de la marque, comme la perception de cette publicité, de l'engagement et également d'autres métriques. Et enfin, l'analyse des données d'engagement, donc c'est le temps vraiment passé sur la publicité, ainsi que le taux de rebond, taux de clic et d'autres versions, comme d'autres métriques importantes, comme pour les précédentes. Vraiment, ici, les annonceurs ils vont pouvoir utiliser ces outils d'analyse pour mesurer l'efficacité de leur campagne en temps réel et d'ajuster leur stratégie si nécessaire. Conclusion, la publicité dans les jeux vidéo est une forme de marketing en pleine expansion, avec des avantages distincts pour les annonceurs et les consommateurs. Cependant, les joueurs peuvent réagir avec réactance à ces formes de publicité, ce qui peut avoir un impact négatif sur l'efficacité de la publicité. Pour surmonter cette réactance, il est essentiel de mettre en place des stratégies appropriées, comme la transparence, l'intégration dans les jeux, l'attractivité via l'interaction, etc. Les jeux vidéo offrent de nouvelles perspectives pour le futur de la publicité, avec des possibilités de ciblage de public plus spécifiques, de mesures d'impact des campagnes publicitaires plus performantes, etc. Cependant, il y a aussi des limites à considérer pour l'in-game et l'advertising game, comme le coût, la difficulté d'analyse des résultats ou encore le besoin de ressources diverses. La publicité dans les jeux vidéo est une tendance de plus en plus importante qui peut offrir des avantages mais nécessite une approche réfléchie et stratégique pour atteindre ses objectifs. Merci de votre écoute.